Bonjour à tous. Alors effectivement, je vous confirme que vous êtes éblouissants pour reprendre ce que je suis acquis. Je commencerai par dire que je suis très honoré d'être parmi vous. Je tiens à remercier bien sûr l'ENA, les étudiants volontaires qui ont appuyé l'organisation de cette conférence, ainsi que le professeur Wendel. Alors, de quoi vais-je parler? Je vais parler, ou prendre plutôt le point de vue, des acteurs humanitaires de l'urgence, qu'on appelle parfois urgenciers, pour utiliser un néologisme apparu dans les années 90. Je vais donc passer et évoquer la question des principes et la question de la protection. Je ferai en sorte de ne pas dire trop de bêtises en présence d'experts du HCR et du CICR, qui sont très sensibles à l'égard de ces questions. Concrètement, de quoi s'agit-il? Les opérateurs de l'urgence, ou du moins ceux en charge d'apporter une assistance pour répondre à des besoins urgents en cas de crise, ne sont pas, par définition directement, en charge de la prévention des génocides ou alors des crimes de masse. Néanmoins, ils doivent respecter un cadre certain, notamment lorsqu'ils interviennent dans des contextes de crise aiguë et plus particulièrement dans des contextes de commission de violences ou de crimes de masse. Facile à dire, à faire peut-être un peu moins. La question est la suivante. Comment faire? Une simple réponse consiste à dire en respectant les principes humanitaires. Ces principes humanitaires doivent être respectés en toutes circonstances et encadrent toute intervention, quelle qu'elle soit. On doit considérer que ces principes revêtent une importance encore plus forte dans des contextes de crise et d'urgence. Et à plus forte raison lorsque ces crises s'accompagnent de vives tensions entre groupes communautaires ou suite ou avant la commission de violences et de crimes de masse. Alors, ces principes, ils sont largement connus, parfois récités de façon mécanique et scolaire. On parle de quoi? Humanité, neutralité, impartialité, indépendance. On notera au passage que certains acteurs ajoutent d'autres principes à ces 4 principes majeurs. La Fédération internationale de Croix-Rouge, Croissant-Rouge fait référence également au volontariat, à l'unité et l'universalité. Médecins sans frontières, au-delà de ces 4 principes cardinaux, parle également de droit d'initiative des acteurs impartiaux, de droit d'accès aux populations, le droit d'un contrôle indépendant des secours fournis, etc., etc. Ces principes, d'où viennent-ils? Au bout du compte, ils découlent des grands instruments internationaux juridiques pertinents, parmi lesquels le DIH, le DIDH et le droit des réfugiés. Le DIH a notamment une importance particulière. Pour Françoise Bouchet-Saulnier, ce DIH reste la matrice de ce qu'on appelle l'espace humanitaire. Je ne passerai pas trop de temps sur cette notion d'espace qui est un petit peu compliquée et très très riche, mais c'est en se basant sur ces contextes que ces principes ont été créés, mais il est important de tenir en compte que ces principes ne sont pas que des concepts théoriques. Ces principes doivent être appliqués de façon pratique, notamment par les acteurs qui fournissent une assistance d'urgence. Le contenu de ces 4 grands principes, donc encore une fois, humanité, neutralité, impartialité et indépendance, permet de décliner en d'autres principes. D'autres principes qui se veulent plus précis et en un sens plus opérationnel. Ces principes doivent permettre la mise en œuvre d'interventions efficaces, efficientes, d'une bonne qualité et empreintes de redevabilité. Je vais me permettre de définir rapidement cette notion ô combien importante de redevabilité. Au sens de la norme humanitaire fondamentale, être redevable correspond à un processus par lequel les acteurs exercent leur pouvoir de façon responsable. Comment être responsable? En faisant preuve notamment de considération à l'égard de l'ensemble des parties prenantes, donc entités ou personnes impactées par les interventions, mais aussi en devant rendre des comptes.
Être redevable, c'est donc ça. Il existe d'autres principes, d'autres standards, d'autres normes, pour reprendre les termes du projet Sphère, qui permettent une application concrète, voire technique, de ces grands principes. Le projet Sphère parle de protection transversale, on y reviendra. Il propose également des standards de processus liés à l'encadrement des interventions. Il propose également des standards techniques qui sont liés aux activités, notamment eau, hygiène, assainissement, santé, sécurité alimentaire et nutrition, et également abri et aide en termes d'articles non alimentaires. Au-delà de ces standards, normes ou processus techniques, une action humanitaire redevable et de qualité passe nécessairement, en urgence, par l'intégration de ce qu'on appelle la protection transversale. Qu'est-ce que c'est que cette protection transversale? Avant de la définir, on va poser de façon admise que les deux piliers de toute intervention dite humanitaire sont l'assistance, qui consiste dans la fourniture de biens et de services visant à couvrir des besoins fondamentaux et urgents, et d'un autre côté, la protection. La protection fait donc référence dans les très grandes lignes à l'ensemble des activités qui visent à assurer le plein respect des droits et des personnes, conformément aux grands textes internationaux en vigueur. La protection peut prendre différentes formes. On pourra parler de protection juridique, à l'instar de la protection conférée par le HR aux populations de personnes réfugiées. On pourra parler de protection quasi-physique, notamment dans le cadre de missions de maintien de la paix, avec le travail effectué par ces forces dites de maintien de la paix. Il existe également des actions de protection spécifiques, mises en place par des acteurs spécialisés dans ce domaine. On parlera d'actions préventives, réactives et correctives. La protection transversale, c'est autre chose. L'idée de transversalité permet d'incorporer la protection, les principes, le droit et son respect, dans les activités de secours d'urgence. D'après le projet Sphère, on considérera que cette protection transversale s'articule autour de 4 grands principes. Le premier est celui de ne pas nuire. En anglais, do no harm. L'idée est qu'on doit s'abstenir impérativement, par le biais de nos activités d'urgence, à exposer les populations à d'autres préjudices. Ne pas nuire, limiter au possible, au maximum, les potentiels effets négatifs pour les personnes des interventions qui sont mises en œuvre. Second principe, garantir un accès impartial et indiscriminé à l'assistance pour les populations affectées par les crises. Autre principe, le troisième, la protection contre toute souffrance physique et psychologique de ces populations affectées. Et le quatrième, l'idée que ces populations doivent pouvoir faire valoir leurs droits et demander des comptes aux acteurs. Encore une fois, ces principes ne sont pas que l'apanage de l'urgence. En toutes circonstances, leur respect est impératif. Mais en urgence, et à plus forte raison dans des contextes d'imminence des crimes de masse, ou lorsque malheureusement des crimes de masse se sont produits, le respect de ces principes n'est pas une option. Bien au contraire. Il est encore une fois encore plus important. Le problème de l'urgence, en général, par définition, ce sera le temps. Et en raison du manque de temps, de cette sacro-sainte urgence, les acteurs peuvent être parfois, malheureusement, amenés à prendre certaines libertés avec ces principes et avec cette idée de protection transversale. Ce qui est une grave erreur. Pour le dire autrement, les principes et la protection ne doivent pas être le paillasson sur lequel les urgenciers s'essuient les pieds pour justifier le manque de respect et le manque de qualité de leur intervention. L'enjeu est fondamental. Au-delà de l'accès de pouvoir rendre des comptes et faire de leur droit, il s'agit de ne pas nuire à ceux que l'on veut assister, à ne pas envenimer les choses, à ne pas compliquer les situations déjà terribles dans lesquelles les tensions entre groupes se produisent, et également faire en sorte que les populations assistées soient protégées d'éventuelles violences physiques et de tout type de persécutions liées à ces contextes de crimes de masse. Pour illustrer ce que je dis, je prendrai un exemple rapide.
celui de la République du Soudan du Sud. Alors, les choses se passent au début de l'année 2014. Je vais dire deux mots du contexte à l'époque au Sud-Soudan pour être plus précis. En décembre 2013, de graves violences entre deux groupes ethniques se produisent dans la capitale Djouba. Tout part de quoi? Tout part d'une question politique entre, d'un côté, le président, M. Kiir, et son vice-président, M. Machar. M. Kiir, chef de l'État, représente la population de l'ethnie Dinka. M. Machar, quant à lui, représente les Nuer, sachant que les Dinka et les Nuer sont parmi les deux groupes ethniques majoritaires au sein de ce pays. Donc, on parle d'un problème politique, d'une tentative avérée ou pas de coup d'État, et des violences entre soldats d'abord, Nuer et Dinka, se produisent à Djouba. Assez rapidement, l'armée dite régulière, formée principalement par les Dinka, s'attaque aux zones dans lesquelles habitent les populations Nuer de la capitale. Malheureusement, ces tensions entre groupes, ces combats accompagnés de crimes massifs pour des raisons ethniques, pour des raisons communautaires, ne vont pas se limiter à la capitale et vont notamment se produire dans tout le pays et plus particulièrement dans le nord du pays. L'exemple que je vais présenter se déroule dans l'État, du moins l'ancien État du Nil supérieur et dans la ville de Malakal. Malakal accueille une population diverse, majoritairement Nuer, Dinka et aussi de la population Chinook. Malakal est un point stratégique. La ville est située sur les berges du Nil Blanc, à proximité de très importantes ressources pétrolières. Suite au coup d'État et aux combats et violences à Djouba, le groupe armé d'opposition composé par les rebelles Nuer prend la ville de Malakal, aux mains de l'armée régulière majoritairement composée par des Dinka et par des Chinook. La ville est donc prise. Celle-ci sera reprise début 2014. Entre janvier et avril, la ville changera de main à de nombreuses reprises. Les rebelles, du moins le groupe armé d'opposition, attaquent la ville. Des violences sont commises à l'égard de la population Dinka ou Chinook, population qui fuit et doit se réfugier au sein du camp militaire de la mission de maintien de la paix de Malakal. Ce camp a été érigé en site de protection des civils. Lorsque la ville a été reprise par l'armée régulière, majoritairement à Malakal composée par des Dinka et par des Chinook, ce sont les populations civiles Nuer qui ont été victimes de ces crimes de masse et qui ont donc dû se réfugier dans ce site de protection des civils de Malakal. Site, encore une fois, situé dans un camp militaire. De casque bleu certes, mais néanmoins dans un camp militaire. Dans ce camp militaire étaient installés environ 20 000 civils, dans des conditions déplorables. Les abris étaient misérables, les conditions d'hygiène et de salubrité étaient totalement inacceptables. Quelque part, c'est pour ça que nous étions là, nous, les acteurs de l'urgence, pour faire en sorte que ces conditions de vie s'améliorent, pour couvrir les besoins urgents des civils, de toute population, quelle qu'elle soit. Lorsque je suis arrivé sur place, on a commencé à faire un tour des structures, notamment liées à l'assainissement, à l'hygiène et à l'eau, et en particulier des latrines. J'ai été choqué, en arrivant sur place, par l'état des latrines. Concrètement, la qualité était très critiquable. Dans la construction de ces latrines, les principes, les normes et les standards n'avaient pas été respectés. J'ai donc demandé des comptes au chef du programme, qui était en charge directe de l'exécution des activités. Il m'a expliqué qu'il était conscient de la piètre qualité des ouvrages. On n'était pas les seuls acteurs en charge de faire ça, et l'ensemble des acteurs avaient des problèmes pour travailler avec cette idée de qualité. Mais il m'a expliqué qu'il manquait de temps, que les ouvrages avaient dû être construits en 48 heures, que le matériel manquait et que tout manquait. Et il m'a garanti que, certes, ces latrines étaient déplorables, mais que c'était par une bonne intention qu'il avait agi ainsi. Bonne intention qui visait à mettre rapidement des latrines à disposition. Une bonne intention, certes. Mais je crois en ce proverbe qui dit que l'enfer en est pavé de ces bonnes intentions.
Bon, nous avons réagi, nous avons dit très bien, mettons dès demain des mesures en place pour améliorer les conditions de ces latrines, faire en sorte qu'elles disposent d'une porte qui ferme de façon claire, de faire en sorte que les espaces dédiés aux femmes et ceux dédiés aux hommes soient clairement identifiés, etc., etc. On s'est aussi promis que pour les nouvelles latrines à construire, nous ferions très attention au respect des principes et des normes fondamentales. Trop tard. Le lendemain, nous avons appris qu'une jeune femme avait été victime d'un viol à proximité de latrines du camp de Malaquin. Cette nouvelle était terrible. Mais au-delà de ça, au-delà de cette horreur, un vent mauvais est venu colporter dans le camp notre rumeur. Cette rumeur disait que le viol avait été commis par un membre d'une ethnie opposée. Les tensions ont alors commencé à atteindre un niveau ingérable et extrême. Heureusement, une enquête a été menée, l'auteur a été arrêté, il est apparu que l'auteur était du même groupe ethnique que la victime. Les tensions ont donc pu diminuer un petit peu. Mais nous avons frôlé le pire. Cet exemple illustre pourquoi, en urgence et surtout dans des contextes de tension entre communautés, ces principes et ces normes doivent tout le temps nous guider. Donc, que peuvent faire les acteurs de l'urgence dans ce type de contexte? Ils ne sont pas en charge de prévenir directement la commission de ces crimes. Néanmoins, ils doivent tout faire pour faire en sorte que leur intervention, que leur action n'aille pas favoriser ce type de phénomène terrible. Même lorsque ces acteurs, par le biais de leur action, peuvent faire en sorte d'apaiser les tensions, de renouer un dialogue entre groupes qui s'opposent, ils doivent le faire. Je terminerai avec un exemple qui se produit en République centrafricaine, l'exemple de l'intervention menée par le consortium d'ONG composé d'Action contre la faim, du Conseil pour les réfugiés danois et de Solidarité internationale. Ce consortium intervient dans le domaine de la sécurité alimentaire dans le nord du pays, dans les préfectures de Loane et d'Anagabisi, et ces acteurs ont constaté que les tensions, notamment entre population sédentaire agro-pastorale et population nomade éleveur, étaient liées aux ressources naturelles, à l'eau, nécessaire à l'élevage comme à l'agriculture, aux terres, aux champs, nécessaires aux uns comme aux autres, aux ressources fourragères, ô combien importantes pour que l'activité puisse se développer. Ces trois acteurs ont donc choisi de travailler en faisant en sorte de mettre en commun ces ressources naturelles, de les rendre plus disponibles et de faire ce travail en impliquant systématiquement les membres de différentes communautés susceptibles de se poser. Est-ce que ce programme fonctionnera? Au regard du contexte centrafricain et de son évolution, malheureusement, je suis un petit peu pessimiste. Mais au moins, vais-je me dire, on aura essayé d'apporter une petite pierre à l'édifice par le biais de l'assistance. Encore une fois, pour conclure, ces principes qui doivent encadrer l'action sont connus, reconnus par l'ensemble des acteurs. On ne doit jamais les oublier, même dans un contexte de crise et surtout lorsque des tensions se produisent entre groupes communautaires. L'enjeu est énorme. Être redevable, d'une part, être efficace, mais aussi ne pas favoriser, dans des circonstances déjà terribles, une escalade du pire. Merci.